S'il vous plaît. Je pense qu'on va pouvoir commencer parce que je pense que ça va être un débat qui va être très riche, très long, et j'aimerais laisser en fait le maximum de temps pour qu'il y ait justement des interactions avec la salle. Donc c'est avec un très grand plaisir que la revue Progressiste, dont je suis le rédacteur en chef, accueille en fait aujourd'hui ce débat sur l'industrie. C'est un débat qui est bien sûr essentiel, et je crois que pour bon nombre de militants ici présents, c'est un combat qui est considéré comme critique et essentiel. Et donc aujourd'hui, on va avoir Monsieur Gallois, qui est coprésident de la Fabrique de l'Industrie. On a Marie-Claire Caeto, qui est conseillère honoraire au CESE. On a Madame Natacha Polony, qui est notamment rédactrice de la revue L'Audace, qui sortira au mois de décembre. Et Monsieur Bougerolles, député PCF de l'Allier, si je ne me trompe pas. Du Puy-de-Dôme, pardon. En plus, je viens de la région centre, je viens d'à côté. Donc, ce que je vous propose, c'est faire deux tables rondes. Une première sur le constat, sur quelles sont les industries stratégiques et vers quoi on va avec les délocalisations, avec la perte du sens au travail, avec on va dire une certaine inertie sur la question de l'industrie en France et les politiques publiques en fait qui y sont associées. Puis une seconde table ronde, on va plutôt dresser une perspective, un horizon, notamment au regard du changement climatique, des grands défis qui nous attendent. Et donc je vais commencer par donner la parole à Marie-Claire par exemple. Voilà. Oui, merci pour ce débat. Donc, alors la première question que tu poses, c'est la question de l'état du système productif en France. Donc je pense qu'à cette table ronde, on sera tous d'accord pour dire que notre système productif a énormément périclité et que c'est un gros problème. Après, je pourrais prendre quelques exemples pour l'illustrer. Mais il faudrait également comprendre pourquoi on en est arrivé là. Parce qu'effectivement, on va pas passer beaucoup de temps sur les chiffres, mais la France est énormément désindustrialisée. D'autres pays aussi, mais nous, c'est beaucoup plus désindustrialisé que d'autres pays en Europe, puisque la part de l'industrie dans le PIB a été divisée par deux. Il y a eu 2 millions d'emplois qui ont été perdus. Donc même s'il y a une transformation de l'industrie qui englobe les services, il y a quand même une désindustrialisation massive de notre pays. Et ce n'est pas l'idée de la France Start-up Nation de Macron qui va nous permettre de récréer ce tissu productif. Parce que on aime bien, moi donc je suis syndicaliste à la CGT aussi, parler de tissu productif dans son ensemble et de filière industrielle. Ça a été un combat pendant longtemps de pouvoir parler en termes de filière industrielle. Donc la France s'est énormément désindustrialisée. Et d'ailleurs, on a pu voir des conséquences, mais on reviendra peut-être aussi dessus dans le débat. Mais par exemple, je pense que le mouvement des Gilets jaunes prend sa racine dans la désindustrialisation du pays. Parce que quand dans un territoire, il y a une entreprise industrielle qui ferme, ben c'est souvent des centaines, voire des milliers d'emplois d'ouvriers, souvent masculins, qui sont rayés de la carte, qui sont remplacés plus ou moins d'ailleurs par des emplois de service majoritairement féminins, moins bien payés. Alors que les emplois cadres restent souvent dans les grandes agglomérations, dans les grandes villes. Et donc on voit bien que là, il y a une rupture qui s'opère avec des gens qui ont l'impression d'être les laissés pour compte de la République, parce que quand l'entreprise industrielle ferme, souvent après c'est les services publics qui s'en vont et ainsi de suite. Il faut faire des kilomètres pour aller trouver un médecin ou pour aller chercher du boulot, et résultat, quand le prix de l'essence augmente, ça met le feu aux poudres. Voilà, donc c'est un exemple, je pense, de la nécessité d'avoir une industrie dans le pays si on veut arriver à recréer un collectif, à redonner un espoir commun et à se rediriger vers un projet collectif partagé. Alors, juste 2 mots, parce que vous connaissez d'être rapide en introduction pour laisser le temps au débat. Parce que là, je pense que sur le constat, on va être assez d'accord entre nous. Alors après, une fois qu'on fait le constat, et comme la deuxième partie, on essaiera de se dire comment on fait pour industrialiser le pays. Déjà, il faudra qu'on dise est-ce que c'est nécessaire, parce que je pense que certains pensent que c'est pas forcément nécessaire ou d'autres que c'est trop tard. Donc ça méritera qu'on ait aussi un débat là-dessus. Mais avant d'arriver là-dessus, pour arriver justement à trouver les remèdes, à proposer des solutions, il faut qu'on sache pourquoi on est arrivé là. Parce que si on ne fait pas le bon diagnostic, on n'arrivera pas à trouver les bons remèdes.
Et donc, au niveau du diagnostic, je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, il y a eu l'idéologie comme qu'on rentrait dans une société post-industrielle, qui a été entre autres beaucoup portée par Alain Touraine, sociologue, et puis Turruc, l'ancien patron, qui, à mon avis, a été quelque chose de désastreux, l'idée de dire qu'on pouvait se passer d'industrie. L'idée qu'ont eu nos gouvernants et certainement les grands patrons en pensant que la Chine pourrait continuer à être l'usine du monde et que nous, on ferait que les produits à valeur ajoutée. Sauf que la Chine, c'était une étape pour elle. Hein. Elle a voulu, je ne peux pas lui reprocher, s'autonomiser et puis après se développer et avoir aussi une autonomie stratégique. Et très important, dans l'analyse, c'est la financiarisation de l'économie. C'est-à-dire que quand on demande pour une industrie d'avoir des taux de rentabilité rapides et à 2 chiffres, ça ne fonctionne pas, quoi. Ça ne peut pas fonctionner. L'industrie, c'est sur du temps long, c'est des taux de rentabilité qui ne sont pas forcément élevés. Donc on a des grands groupes qui ont été extravertis. La France est l'un des pays où les grands groupes sont le plus extravertis, c'est-à-dire qu'ils ont été faire leur production dans d'autres pays, sacrifiant l'emploi en France, avec l'idée, c'est peut-être là-dessus qu'on aura des débats, que le travail en France avait un coût trop élevé. Donc nous, à la CGT, au prétendu coût du travail, on a opposé le coût du capital, puisque c'est une financiarisation de l'économie. Donc toutes ces situations, en plus avec un tissu industriel français particulier, dont les PME, PMI dépendent énormément des grands groupes, ont fait que tous les sous-traitants, ils ont été pris à la gorge quand on leur a demandé de baisser leur prix, ce qui a conduit souvent à un mal-travail. Mais je pense qu'on verra un débat sur la question du travail qui me semble être une méthode pour justement réindustrialiser le pays, partir du travail de ce que font les salariés dans les entreprises. Et donc on a peu à peu un tissu industriel qui s'est délité, des grands groupes qui sont partis. C'est pas fini aujourd'hui. Quand on voit ce qui est en train de se passer, par exemple, sur les aciéries, avec y compris des entreprises avec des aciéries électriques qui sont exactement ce qu'il faut faire par rapport aux enjeux écologiques, parce qu'on n'émet pas de CO2 avec l'électricité telle qu'on l'a produit en France et on recycle les vieilles ferrailles. Et bien aujourd'hui, les voies sont en train d'être fermées parce que l'acier est moins cher en Chine et ainsi de suite. Donc voilà, donc tout ça fait que le constat est quand même mauvais. Et pour des raisons principalement, de mon point de vue, il y a une idéologie, mais qui a été aussi sous-tendue par l'idée de faire du profit, de financiariser l'économie, qui n'est pas terminée. D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit un petit peu partout dans le monde des alliances entre le patronat et les régimes d'extrême droite, parce que si les entreprises veulent continuer à accumuler des bénéfices, elles vont avoir besoin d'avoir des mesures coercitives très fortes. D'autant plus qu'il y a une aspiration très forte des salariés et des citoyens à donner leur avis, à s'occuper de leurs affaires, à prendre en compte leur travail, comment ils le font, à quoi ils servent, à prendre en compte les défis environnementaux et principalement la jeunesse. Donc on voit qu'aujourd'hui on est dans une nouvelle phase du capitalisme et qu'il va falloir qu'on ait des mesures fortes, nous, on propose, salariés, citoyens, pour pouvoir reconstruire l'industrie en France à partir des territoires. Je pense que ça, on en parlera dans un deuxième temps. Merci beaucoup, c'était concis et très très clair. Je vais donner maintenant la parole à Madame Polony pour continuer sur ce sujet. Merci beaucoup et merci de nous accueillir tous les 4 ici. Je vais simplement prolonger ce constat que je partage entièrement. Le prolonger d'abord en disant qu'on peut se réjouir tout de même de voir ce sujet émerger dans le débat public. Il faut quand même se souvenir qu'il y a encore 10 ans, la question de la désindustrialisation, dans le milieu médiatico-politique, on s'en brossait le nombril avec le pinceau de l'indifférence. C'était vraiment, ça n'existait pas. Il s'agissait de discuter de l'ouverture, du fait que le progrès était forcément dans la libre circulation des hommes, des capitaux et des marchandises. Avec cette espèce de chantage fait vis-à-vis des classes populaires, c'est-à-dire vous constatez que vous êtes les perdants de la mondialisation, vous protestez. Comment vous êtes contre le fait que des gens en Chine, en Inde, se soient enrichis grâce à la mondialisation, c'est donc que vous êtes égoïste, raciste, etc. Ce qui permettait d'éviter de poser le problème. Un problème, je vous rejoins, qui en fait prend sa source dans le processus de financiarisation de l'économie qui commence
en 1971 quand les États-Unis décident unilatéralement de sortir du Gold Exchange Standard, c'est-à-dire des règles de Bretton Woods qui ont été mises en place à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour éviter de reproduire les erreurs des années 30. Et cette sortie donc, du système de Bretton Woods transforme totalement le visage de l'économie, puisque le dollar devient donc, c'est d'ailleurs la phrase du secrétaire au Trésor de l'époque, le dollar c'est notre monnaie, c'est votre problème. Ça veut dire que se crée une industrie financière autour des dettes des États qui permet de créer ensuite des produits financiers décorrélés totalement de la réalité de la production, de la réalité de l'économie. C'est ça qui produit petit à petit, aux États-Unis notamment, la désindustrialisation, mais la vie à crédit des Américains, puisque c'est tout le reste du monde qui finance la dette américaine. En Europe, nous décidons dans ce cadre-là de devenir le poste avancé de la mondialisation, c'est-à-dire de la division du travail. Et là aussi, je suis entièrement d'accord, cette idée qui consistait à dire les Chinois seront l'usine du monde, nous allons produire de la valeur ajoutée. D'abord, c'était d'un mépris absolu. C'était ensuite d'une stupidité totale, puisque quand on vendait des Airbus, on vendait aussi la technologie, et qu'en plus, se gargariser de la société de la connaissance quand on détruit l'école, ça ne peut pas fonctionner. Donc tout cela aboutit à la situation dans laquelle nous sommes. Toutefois, je la présenterai de façon un peu différente. Je me réjouis qu'on parle d'industrie, mais moi j'aimerais qu'on parle de production au sens large. Car je suis convaincue que nous sommes en train de faire sur l'agriculture ce que nous avons fait sur l'industrie. Et que la question, c'est de savoir comment on fait pour produire sur le sol français et européen pour éviter d'être dépendant dans les domaines qui sont absolument essentiels. Et dans un monde où les êtres humains vont être plus nombreux, la question de savoir comment on se nourrit est absolument fondamentale. C'est pour ça que je pense que c'est l'ensemble de la problématique de production qui se pose. Sachant que le but de ce système était évidemment de nous transformer en consommateurs. Et ça a formidablement réussi. Je vous ai remarqué tout à l'heure en plaisantant que c'est de la provocation de m'avoir mis exactement face au panneau Édouard Leclerc. Je crois que dans la destruction de l'industrie, si la France est aussi avancée dans cette destruction, c'est peut-être parce que nous avons parmi nos groupes les plus florissants des groupes de grande distribution. Ce n'est pas un hasard si les 4 grandes centrales d'achat font partie, leurs possesseurs font partie des plus grosses fortunes françaises. C'est-à-dire que c'est un système dans lequel on pense avant tout le pouvoir d'achat, ce qui est parfaitement légitime, mais un pouvoir d'achat qu'on décorrèle de la capacité à produire. Ce qui donne évidemment une incitation, on appauvrit les populations, donc les gens vont consommer en fonction du peu d'argent qu'ils ont, donc vont être incités à aller acheter des produits qui sont fabriqués ailleurs. C'est pour ça que dans la question de la réindustrialisation, il y a un point qui pour moi est essentiel, c'est que bien sûr nous allons parler des filières qui sont stratégiques, des filières qui vont nous permettre d'envisager l'avenir, que ce soit les filières du numérique, des nouvelles technologies, que ce soit l'ensemble des filières de décarbonation. Mais ça fait des années que j'entends des dirigeants politiques, je pense par exemple à une discussion avec Bruno Le Maire, me dire « Non mais la réindustrialisation, oui c'est très important, mais il faut le faire sur les industries à haute valeur ajoutée, les industries technologiques, le reste, on n'a pas besoin de produire des grille-pains. » Eh bien pardon, mais je ne vois pas pourquoi. Dans la mesure où nous consommons des grille-pains, je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas en produire et pourquoi ce ne serait pas intéressant. Je vous montre un truc, ceci est un parapluie made in France. Alors moi je peux me permettre d'en acheter, tout le monde ici ne peut pas, mais si les gens qui ont le même revenu que moi mettent une partie de ce revenu dans de l'achat de produits fabriqués en France, nous modifions la donne économique. Mais pour ça, il faut que le pouvoir politique décide de favoriser ceux qui produisent au sens large. D'ailleurs, moi dans la production, j'entends aussi ceux qui produisent du savoir, parce que c'est aussi une production qui enrichit le pays. Mais simplement, ça ne peut se faire que dans un cadre où la concurrence est non faussée. Donc ça nécessite de se poser la question de tous les éléments qui fragilisent cette production. Et on va peut-être y venir tout à l'heure,
Mais quand nous sommes dans une Union européenne fondée sur le dumping fiscal et le dumping social, quand on voit que des pays européens ont pour modèle économique soit l'exportation, soit l'importation, qui fragilisent l'ensemble de leurs voisins, il faut comprendre qu'il est nécessaire de mettre en place un rapport de force en Europe. Je vous cite un exemple. Les Pays-Bas, en fait, ont fondé leur modèle économique sur le fait qu'ils sont les chevaux de Troie des produits chinois et américains qui arrivent en Europe. Les économistes appellent ça l'effet Rotterdam. En 2022, la balance commerciale néerlandaise était déficitaire vis-à-vis de la Chine de 120 milliards d'euros. Et la balance commerciale néerlandaise était bénéficiaire vis-à-vis des autres pays européens pour 326 milliards d'euros. Ça veut dire qu'à Rotterdam arrivent des produits qui sont ensuite estampillés Union européenne et rediffusés dans l'ensemble des pays européens. C'est d'ailleurs pour ça que quand on voit la politique des droits de douane qui est appliquée par Donald Trump explique que c'est un scandale, l'Europe pille les États-Unis puisque la balance commerciale sur les biens est excédentaire pour l'Europe. En fait, nous, ça ne nous concerne pas. On a un excédent très faible en matière de biens, nous ne vendons pas grand-chose aux États-Unis, et si on inclut tous les produits qui passent par les Pays-Bas et qui reviennent chez nous, en fait, nous sommes largement déficitaires. Donc nous allons payer des droits de douane pour permettre à l'Allemagne de continuer à exporter, à l'Italie également, qui est très bénéficiaire, pour continuer à permettre à l'Irlande d'avoir sur son sol des filiales de grands groupes pharmaceutiques américains qui ensuite réexportent. Bref, tout ça pour dire que si on ne met pas sur la table l'ensemble des problèmes, nous n'arriverons pas à mettre en place une véritable politique de réindustrialisation et de production. J'ajoute un dernier point. Par exemple, le général de Gaulle arrive en 1958 et que la France est dans un état absolument épouvantable face à des guerres coloniales qui non seulement sont absolument dramatiques, détruisent même la capacité de la France à parler au reste du monde. La France est dans un état économique terrifiant. De Gaulle arrive avec une réflexion sur les universités, les CHU, il va tout mettre d'aplomb. Qu'est-ce qu'il fait en premier? Il dévalue. Il dévalue pour redonner de l'air à la production. 10% d'abord, puis de nouveau 10%. Nous ne pouvons plus le faire. Nous avons choisi, et on ne va pas sortir de l'euro maintenant, c'est pas le problème. En revanche, quand on s'interdit d'avoir une politique monétaire, il faut le savoir, la variable d'ajustement, c'est l'emploi, c'est tout. Les politiques de monnaie forte depuis les années 80 se sont payées par du chômage de masse, qui évidemment, puisque nous avons heureusement voulu préserver notre modèle social, se traduisent par des charges supplémentaires sur les feuilles de paie, et après on vient dire « Oh, le coût du travail est trop élevé ». Mais oui, mais si on ne réfléchit pas à ça, et l'euro, depuis le début de l'année, s'est renchéri de 15% vis-à-vis du dollar. Ça veut dire que ça continue. Donc c'est l'ensemble de ces éléments-là qui doivent être mis sur la table si on veut retrouver véritablement une marge de manœuvre, et on pourra en parler après, là je ne vais pas monopoliser la parole, mais évidemment qu'il faut une marge de manœuvre, parce que sans la capacité à produire ce dont nous avons besoin, eh bien nous ne sommes tout simplement pas libres. Merci beaucoup. Je vais peut-être donner maintenant la parole à M. Gallois. C'est pas très facile de parler après de telles oratrices. Je vais essayer de ne pas répéter ce qui a été dit, parce que je suis pas d'accord absolument sur tout, mais sur beaucoup de choses. Premier élément, je crois quand on regarde la désindustrialisation, c'est que c'est une catastrophe pour le pays. C'est une balance commerciale complètement déficitaire et que nous n'allons pas redresser rapidement. Évidemment, problème d'emploi, déstructuration des territoires, perte d'autonomie, d'indépendance, de souveraineté. Et puis plus grave que ça, le sentiment pour les Français qu'ils étaient déclassés, qu'on avait descendu 3 marches. Et ceci, ce n'est pas le cas de tous les pays. Il y a 3 pays qui ont désindustrialisé dans le monde.
c'est les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. Et la France a fait plus vite que les autres. Les États-Unis, ils ont les hautes technologies. On le voit bien, les plateformes, etc. La Grande-Bretagne, elle a vécu sur la place financière de Londres, financiarisée à mort. Et la France, ben, il y a le chômage de masse. Et je suis entièrement d'accord avec Natacha Polony lorsqu'elle dit, comme on ne peut plus dévaluer, la variable d'ajustement, c'est soit les salaires, soit l'emploi. C'est-à-dire ce qu'on appelle une dévaluation interne. Or, nous sommes rentrés dans l'euro en 2000 avec un franc surévalué. Le franc était surévalué de 15%, c'est le consensus des économistes, quand nous sommes rentrés dans l'euro. Et ces 15%, nous les traînons encore. Et nous n'avons pas les moyens de corriger ça. Je pense que ça, c'est un élément tout à fait essentiel. Il faut quand même s'interroger sur le fait que ce qui arrive en France n'arrive pas en Italie, n'arrive pas en Allemagne, au moins avec la même ampleur. Je pense évidemment qu'il y a eu un consensus dans le pays. Ça ne concerne pas que le gouvernement ou les grandes entreprises. Il y a un consensus pour dire l'industrie, c'est peut-être pas si important que ça. Le travail dans l'industrie est un travail qui a ses contraintes, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent aller travailler ailleurs dans l'industrie. On a beaucoup de difficultés actuellement à attirer les gens vers l'industrie, ce qui pose d'ailleurs un problème. Qu'est-ce que c'est que le travail dans l'industrie? Comment on fait pour le rendre attractif? Et puis, il y a eu cette idée qu'on allait pouvoir remplacer ça par les services. Les services, les services sont essentiellement dans les grandes agglomérations. Ce qui fait qu'on a laissé les territoires de villes moyennes dans une situation qui est extrêmement préoccupante. Alors maintenant, il faut savoir ce que l'on fait. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je pense qu'il faut reprendre les choses à la racine. D'abord, il faut relancer la machine à inventer en France. Nous étions un grand pays scientifique. Nous sommes actuellement, en termes de publication dans les revues scientifiques, au 13e rang, à égalité avec le Brésil. La Corée du Sud, qui est un pays de 50 millions d'habitants, est bien devant nous. Bien devant nous. Je pense que cet aspect de la perte de substance de la recherche française, de la capacité d'innovation, elle est essentielle. Le second sujet, c'est les compétences. Et ça commence par l'éducation nationale. L'effondrement des mathématiques. Est-ce qu'on va laisser une filière comme les mathématiques s'effondrer dans notre système scolaire et universitaire? Sans mathématiques, vous n'avez pas de technicien, vous n'avez pas d'ingénieur, vous n'avez pas de chercheur. Au moins dans les sciences dures. Vous avez les lycées professionnels. 40% des jeunes vont dans les lycées professionnels. On a supprimé des sections industrielles pour les remplacer par des sections qui débouchent sur quoi, je n'en sais rien. Et d'ailleurs, ceux qui sont dedans ne le savent pas non plus. On a fait des filières de gestion, de management, de communication, etc. Parce que ça sonne de manière un peu plus attractive. Je pense que ces lycées professionnels, c'est une voie subie. Ce sont ceux qui ne peuvent pas aller dans l'enseignement général qui vont dans l'enseignement professionnel. On ne peut pas avoir 40% des jeunes allant dans une direction qu'ils subissent, qu'ils ne choisissent pas, qu'ils subissent. Je pense que c'est essentiel comme enjeu. Je pense d'ailleurs qu'il faudrait passer la scolarité des lycées professionnels de 3 à 4 ans pour permettre une période d'apprentissage plus longue. Il y a un problème qui nous a sauté au nez, c'est celui de l'énergie. Nous payons notre énergie 2 à 4 fois plus cher que les Américains. C'est la faute
les responsabilités, elles sont claires. D'un côté, les Allemands qui ont cru qu'ils pourraient ad vitam aeternam avoir le gaz russe à bas prix et qui se retrouvent, j'allais dire comme des cons, à aller chercher de l'électricité, du gaz 2 fois ou 3 fois plus cher aux États-Unis, et la France qui n'a pas eu de politique énergétique pendant 20 ans, ou une politique énergétique qui balbutiait entre les énergies dites renouvelables, et on a laissé tomber le nucléaire pendant 20 ans. Et maintenant, il faut le reconstruire. Il faut construire des centrales, mais en plus, il faut reconstruire toute la filière avec les compétences de l'industrie. Il y a un 4e sujet qui est là le plus difficile. C'est celui du financement de l'industrie. Là, je ne suis pas sûr de faire plaisir à tout le monde ici. Bon, parce que l'État ne va pas financer toute l'industrie, on est incapable. Il faut donc des financements privés. Tant qu'on est dans le système dans lequel nous sommes. Je sais que dans cette salle, il y en a beaucoup qui veulent changer le système. Et enfin, on est dans le système avec lequel il faut que nous vivions aujourd'hui. Les banques ne peuvent plus financer l'industrie. Elles ne peuvent plus financer l'industrie parce qu'on leur applique des règles de prudence dans leur placement qui font qu'elles ne peuvent pas financer massivement l'industrie. Ceci à la suite de la crise de 2008, où on a fait n'importe quoi. Les excès de la financiarisation avaient conduit le système au bord du gouffre. Donc on a à reconstruire quelque chose. Et si ce n'est pas les banques, c'est les marchés financiers. Alors vous voyez un peu ce que ça veut dire. Les marchés financiers. Alors M. Draghi, qui a fait un rapport excellent dont le diagnostic est excellent, même s'il est raide sur l'Europe, nous explique qu'il faut faire l'union des marchés des capitaux. Moi je ne crois pas. Je ne sais pas, peut-être. Ce que je sais, c'est que les Français ne veulent pas placer leur épargne dans l'industrie. Où est-ce qu'ils passent leur épargne, les Français? Ils ont une épargne énorme, les Français. La France est un pays très inégalitaire, on peut revenir là-dessus, mais où il y a une épargne énorme. 19% du revenu est épargné. Nous sommes les champions mondiaux. Les Chinois sont bons, parce que comme ils n'ont pas de système de retraite, il faut dire qu'ils épargnent. Mais ils épargnent assurance vie, immobilier, caisse d'épargne. Rien ou très peu va vers l'industrie. Il va falloir que cette épargne, nous soyons capables de l'orienter vers l'industrie. Et ça veut dire, et comme les Français, comme tous les Européens d'ailleurs, ne veulent pas prendre de risques dans leur placement, ou tout au moins un risque très modéré, eh bien, il va falloir des systèmes qu'on appelle d'intermédiation, c'est-à-dire des intermédiaires qui prennent qui répartissent le risque, le mutualisent. Mais il va falloir que l'épargne des Français aille dans l'industrie. Ça, c'est essentiel. Alors, comme j'ai déjà dépassé mon temps de parole, je ne parle pas de l'Europe, mais j'y reviendrai. Et donc, le député Brugerolles du Puy-de-Dôme. Oui, bonjour à tous. D'abord, simplement pour être en accord avec tous ceux qui sont intervenus précédemment, je crois qu'on a tous conscience qu'il y a eu des orientations politiques très fortes depuis les années 70, ça a été dit, qui considéraient que l'industrie n'était pas une priorité pour le pays et qu'effectivement on allait basculer dans une économie de services. Je crois que ça fait beaucoup de mal à notre pays. Et on en paye d'ailleurs aujourd'hui les fruits avec beaucoup de retard, avec quelques décennies de retard dans la structuration de nos filières industrielles.
Juste pour revenir sur le constat, ça a été dit, 2 millions d'emplois industriels perdus, une part de l'industrie dans le PIB qui vient de passer sous les 10%. Alors, ça dépend d'ailleurs des indicateurs et du périmètre qu'on prend en compte, mais globalement qui est quand même très inférieur à la part de l'industrie dans les autres pays européens. J'ajouterai un élément d'ailleurs, c'est qu'on a aussi des industries qui sont aujourd'hui en sous-capacité de production, c'est-à-dire des usines qui ne produisent pas au niveau auquel elles sont censées produire. Bon, il y a des chiffres aussi qui parlent d'autour de 75% de taux de production. Moi je le vis sur mon territoire, par exemple j'ai une verrerie sur mon territoire, et avec une espèce de stop and go industriel permanent, où les capacités de production sont sous-utilisées. Alors parfois c'est parce que les coûts de l'énergie augmentent, parfois c'est parce qu'il y a des logiques sur le marché du verre qui visent à faire augmenter les prix et donc à arrêter la production ou à limiter la production. Mais il y a tout ça aussi derrière le constat. Moi, mon interrogation, c'est, après ce constat qui est partagé, quelle a été la réponse politique ces 20 dernières années, on va dire à partir des années 2000, pour faire court, 90-2000. La seule réponse politique qu'il y a eu, c'est l'idée qu'il fallait être compétitif, qu'il fallait un choc de compétitivité. On l'a tous entendu, ce choc de compétitivité. Et la déclinaison politique de ça a été de multiplier les mesures d'exonération de cotisations sociales, de niche fiscale, c'est-à-dire l'idée qui était profonde qu'il fallait seulement agir sur le coût du travail, qu'il était trop élevé et que comme on délocalisait vers des produits à bas coût de main-d'œuvre, la seule réponse politique de fond, c'était de faire baisser le coût du travail en France et que mécaniquement ça allait permettre une relance industrielle sans qu'il y ait en fait en face une vraie politique, une vraie planification stratégique sur les filières sur lesquelles on était en train de perdre notre production industrielle. J'ai quelques données, mais j'aime bien les rappeler dans le débat parce que on baigne tellement dans une société de consommation où on est décroché des réalités de la production qu'on ne se rend même pas compte de tout ce qui nous entoure et ce qui aujourd'hui n'est plus du tout, ou quasiment plus du tout produit en France. Plus de 90% des équipements électroniques, informatiques fabriqués à l'étranger. En France, on n'a quasiment plus aucune construction sur ces biens, qui sont des biens de consommation courante, parce qu'on a tous aujourd'hui des ordinateurs, des téléphones portables. Le numérique a pris une place considérable dans notre économie. Le textile, j'en parle pas parce que c'est une vieille industrie qui a été peut-être la première à subir ce choc de désindustrialisation, avec là aussi plus de 90% des vêtements qui sont importés et qui ne seront plus produits en France. Plus grave, à mon avis, j'ai aussi une entreprise sur ma circonscription qui est une entreprise de l'industrie pharmaceutique, une implantation industrielle ex-Sanofi qui est devenue d'ailleurs EuroAPI par une série de montages et d'externalisations financières. Mais pratiquement 80% de nos médicaments qui sont aujourd'hui remboursés par la sécurité sociale, c'est-à-dire que pour lesquels nous cotisons, ne sont plus produits dans notre pays. Et donc ça pose la question de l'industrie chimique de base qui vient dans la composition et dans la fabrication de ces médicaments. Bon, le site industriel qui est sur ma circonscription, il ne produit pas des médicaments en tant que tels, la gélule, le quantum. Il ne produit que des principes actifs. Et aujourd'hui, il est quand même toujours en difficulté pour réindustrialiser et pour tout simplement fournir le marché européen, y compris parce que les opérateurs ou les très grands groupes qui, eux, font les médicaments, préfèrent continuer à acheter des principes actifs à l'étranger, en Chine, en Inde, plutôt que de jouer la carte de la production nationale, alors même qu'on affiche partout qu'il faut absolument reconquérir une certaine souveraineté sur notre industrie pharmaceutique et que dans les faits, on continue en réalité à délocaliser ces produits. Sur l'automobile aussi, alors je ne sais pas si le chiffre est vrai, mais il n'y avait plus que 2 à 3 voitures qui étaient fabriquées, que les Français achètent, qui étaient fabriquées en France. Là aussi, c'était un pilier quand même de notre industrie manufacturière qui interroge à la fois sur les industries de base qui rentrent dans l'industrie automobile aujourd'hui. La métallurgie, la sidérurgie, évidemment, et puis toute la bascule vers le véhicule électrique, mais peut-être qu'on y reviendra sur les filières d'avenir après, où je crois qu'il y a eu des choix industriels qui sont absolument dramatiques.
Donc ce choc de compétitivité, ça peut plus être, de notre point de vue, l'alpha et l'oméga de la réponse politique, parce que si on ne se projette pas dans une véritable planification industrielle en disant quels sont les objectifs de reconstruction de certaines filières, je crois qu'on tape à côté du clou. Et malheureusement, ce que je vis en tant que parlementaire, c'est qu'on continue à avoir l'essentiel du débat politique qui tourne autour de ça. Autour du coût du travail, autour des exonérations et du coût global de production dans notre pays. Je terminerai là-dessus, mais il y a un rapport qui est sorti, qui a fait beaucoup parler, qui a été présenté notamment par notre sénateur communiste Fabien Gay, qui témoigne de ça, de cette politique-là. D'ailleurs, je suis très étonné que ce soit en 2025 qu'on commence à avoir des données chiffrées sur le montant global annuel des aides directes, alors directes ou indirectes, aux entreprises qui soient mises dans le débat public. Parce que c'est bien le fait que la politique industrielle, alors qui ne touche pas que l'industrie d'ailleurs, les aides d'entreprise, mais c'est bien le fait que la politique industrielle, elle n'a visé qu'à ce choc de compétitivité, à essayer de tamponner sur le coût de production et sur le coût du travail. Et le résultat, c'est qu'on n'a pas de résultat. C'est qu'en termes d'emploi, alors certes, on nous dit il y a quand même eu, sur les dernières années, un léger mieux, on crée peut-être plus d'entreprises qu'on en détruit. On a quand même progressé sur la valeur ajoutée réelle de l'industrie, même si la part dans le PIB a baissé, et ça reste extrêmement timide, et en tout cas ça reste pas du tout à la hauteur de ce que devrait être une économie comme la nôtre, et qui pose la question aussi de la France dans le monde, parce que quand on a une économie aussi fragile en termes industriels, c'est quand même difficile de rayonner internationalement et y compris d'attirer dans notre pays les investissements qui sont absolument indispensables. Et je ne veux pas être trop long, mais je partage aussi la question de l'agriculture parce que je suis beaucoup ces sujets à l'Assemblée nationale dans la continuité d'André Chassaigne qui était mon prédécesseur. Et je crois que là aussi on a une attention extrêmement particulière, mais c'est la même problématique. C'est que tant qu'on ne construit pas une vraie programmation, on l'appelle comme on veut, moi j'aime bien le mot de planification, mais une vraie programmation, une vraie orientation stratégique pour notre agriculture, et sur chaque filière agricole, combien on produit pour répondre d'abord aux besoins des Français puis des Européens, et ensuite de voir à l'exportation sur les marchés sur lesquels on peut être. Tant qu'on ne fait pas ça, on tape à côté du clou. Or, c'est exactement, on fait tout le contraire. Tout le débat agricole ces derniers temps, ça a été en fait des débats sur des mesurettes qui certes bousculent beaucoup l'opinion publique, qui peuvent être dangereuses, etc., mais qui ne parlent absolument pas du fond, des grands objectifs de notre politique agricole, de où on produit, comment on produit, avec quelle qualité sanitaire, alimentaire. C'est la même chose pour l'industrie. Et en fait, on continue à avoir aussi une part des importations agricoles augmenter dans notre pays. Beaucoup à tous pour votre première intervention sur quel est le constat de l'industrie et pourquoi on en est là. Pour ce deuxième tour de table que j'aimerais le plus court possible pour laisser du temps à l'assistant de poser des questions, c'est vers comment est-ce qu'on peut justement aller vers une réindustrialisation, ou du moins comment répondre aux défis demain de production qu'on peut utiliser dans l'agriculture et dans l'industrie. Comment est-ce qu'on fait ça concrètement? Là, on a dit beaucoup de choses. On va pas quitter l'euro, ce que j'ai compris. Donc, comment on fait? On va suivre le même tour de parole. Oui, alors je vais essayer d'être rapide, effectivement, pour qu'on puisse échanger. La première chose que je voulais dire, c'est par rapport à l'Europe, parce que il me semble que dire qu'on veut retrouver une indépendance et une autonomie stratégique, ce qui est parfaitement légitime, ça ne veut pas dire qu'on fera tout seul en autarcie. Et moi, je pense qu'on ne pourra pas faire l'impasse sur avoir une véritable politique industrielle au niveau de l'Europe, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et ce qui, de mon point de vue, va être très difficile à avoir, compte tenu des accords qui viennent d'être signés avec les États-Unis, qui cherchent à diviser justement l'Europe, parce que dans les accords qui sont signés, il y a des gagnants et des perdants. Les gagnants, c'est l'Allemagne, l'Irlande, les Pays-Bas, enfin ceux qui ont été cités précédemment, et la France fait partie des perdants. Donc on voit bien que l'Europe va être encore plus divisée qu'avant et qu'elle va avoir du mal
avoir une véritable politique industrielle, ce qui manque cruellement. Alors peut-être, moi je lance l'idée comme ça, aller vers du multilatéralisme, pourquoi pas chercher des accords avec la Chine sur certains sujets, on a su le faire par le passé sur le nucléaire, voilà, il y a certainement des choses comme ça à réfléchir. La deuxième chose, pour industrialiser le pays, première chose à faire de mon point de vue, c'est stopper les licenciements. Il faut arrêter de licencier globalement de toute façon, mais y compris dans l'industrie. Parce que c'est une illusion de dire qu'il y a une vieille et une nouvelle industrie. Nous, à la CGT, on ne croit pas du tout ça. On dit que l'industrie, elle se transforme, mais que si on perd pied dans une filière, on ne la retrouvera jamais. On perdra les compétences, on ne la retrouvera jamais. C'était le cas de la machine-outil par le passé. Donc, c'est absolument important d'arrêter l'hémorragie des emplois dans le secteur industriel. Après, l'idée, c'est qu'on réindustrialise à partir des territoires. Pourquoi réindustrialiser à partir des territoires? On a vu déjà l'impact que ça avait l'industrie dans un territoire, avec les liens, les services publics, la convergence qu'on pouvait faire. En plus, parce qu'on s'est rendu compte que plus l'argent remontait dans le circuit, plus financiarisait. Et puis les territoires, ça apportait d'intervention pour les salariés. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, nous, syndicalement, quand les salariés veulent avoir un intervenant sur un grand groupe du CAC 40, ils n'ont plus personne en face. Il est aux États-Unis, dans l'autre bout du monde, ils n'ont plus d'interlocuteur. Donc les territoires, c'est vraiment un endroit qui a apporté d'intervention. Mais ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une politique nationale de planification très forte pour pas que les territoires se fassent concurrence les uns avec les autres. Donc plus on met des outils au niveau des territoires, et plus on a besoin d'avoir justement d'outils de cohérence nationale, c'est-à-dire un SMIC unique, un prix de l'énergie unique, les diplômes uniques, et ainsi de suite. Bon, je ne veux pas être trop long. Évidemment, la question de la recherche qui a été posée par Hugola, qui est extrêmement essentielle. Vous avez cité la Corée du Sud. La Corée du Sud, je pense qu'elle fait 4,5% voilà, dans son PIB pour la recherche. Et la France, on est toujours à 2,7%. On est très loin de l'objectif des 3% de Lisbonne. Et effectivement, vouloir répondre aujourd'hui à la transformation de l'industrie qui est posée avec la nouvelle technologie, les défis environnementaux, on sait qu'on aura besoin de beaucoup d'innovation et de recherche. Et la France, on est complètement à la traîne là-dessus. Alors, il y aura peut-être un endroit où on aura des petits désaccords, c'est hier, le crédit d'impôt recherche. Globalement, il y a quand même 211 milliards qui sont donnés aujourd'hui aux entreprises. Le crédit d'impôt recherche qui est donné, alors bien sûr qu'il faut financer la recherche, mais quand on donne ça à des boîtes comme Sanofi, qui après licencient dans leur centre de recherche 1000 personnes en région parisienne, on se demande quand même à quoi ça sert. C'est-à-dire que pourquoi pas donner de l'argent, mais sous condition, et puis si les conditions ne sont pas remplies, on rend l'argent. Ensuite, la formation, on va avoir besoin d'une élévation des compétences de toutes et tous, avec cette transformation de l'industrie justement posée avec l'arrivée des nouvelles technologies et la transformation pour répondre aux défis environnementaux qui sont posés. Parce qu'on a parlé des besoins d'avoir une industrie en France, c'est vrai que c'est bon pour l'économie, c'est bon pour l'emploi, mais c'est aussi indispensable pour les défis environnementaux. Parce que quand on fait produire à l'autre bout du monde et qu'on rapatrie ce qu'ils produisent, les besoins ils sont locaux, ils ne sont pas à l'autre bout du monde, et qu'on rapatrie dans des camions, dans des cargos, dans des conditions n'importe comment, ce dont on a besoin, eh bien, on peut dire qu'on réduit peut-être nos émissions de GES, mais on augmente notre empreinte carbone, ce qui est quand même aussi mauvais pour le monde. Et puis, moi, je pense qu'il faudrait recréer, alors là, je reprends une citation de Pierre Musso, un philosophe, un imaginaire industriel, parce qu'effectivement, ce que vous disiez tout à l'heure, les emplois dans l'industrie aujourd'hui, c'est plus les emplois qu'il y avait à un moment donné quand les gens descendaient dans la mine. Même les mines, je pense qu'il faut rouvrir des mines en France, ça n'a plus rien à voir avec les mines qu'il y avait au moment de Germinal et de Zola. C'est des mines blanches, c'est des emplois qui sont complètement différents. Et tout ça, il me semble qu'on doit le faire en repartant du travail. C'est-à-dire de ce que font les salariés, qu'est-ce qu'ils vont produire, comment ils vont le produire et pourquoi ils vont le produire, quel sens on donne à leur travail. Parce que je pense que ça, c'est primordial aujourd'hui. On le voit bien pour les jeunes, mais pas que pour les jeunes. La question d'avoir un travail qui a un sens, c'est extrêmement important. Et aujourd'hui, on voit très bien que les jeunes, mais également les personnes moins jeunes, elles ont hâte de s'en aller parce qu'elles ne comprennent plus leur travail. Et c'est là qu'on peut arriver à pousser les choses, mais il me semble, dès aujourd'hui, en ayant des nouveaux droits dans l'entreprise, c'est la démocratie sociale, pour justement que les salariés, dans les boîtes, ils puissent donner leur avis sur, non pas uniquement les conditions de travail, mais aussi les orientations stratégiques de l'entreprise. Alors, je vais arrêter pour ne pas être trop long, mais un dernier point. Effectivement, il va falloir avoir besoin de financement pour tout ça.
Nous, à la CGT, je pense qu'au Parti communiste français, il propose aussi un pôle public financier, réorienter l'épargne vers l'industrie, moi je pense que c'est effectivement une nécessité, regarder tout l'argent qui est donné aux entreprises aussi et faire un peu le tri là-dedans, mais il va absolument falloir sortir l'argent des circuits financiers, parce que prenons l'exemple de l'énergie. On n'arrivera pas à réindustrialiser le pays si on n'arrive pas à produire de l'énergie pilotable décarbonée en masse. Or, pour ça, la transition énergétique va coûter beaucoup plus cher qu'on pense. Parce que par rapport aux autres transitions, il y a une particularité. Avant, les énergies se rajoutaient les unes aux autres. Aujourd'hui, elles se substituent. On va substituer des énergies carbonées par des énergies décarbonées. Et ça va demander de l'argent et il faut absolument que tout cet argent-là, il sorte des circuits financiers et il soit utilisé vraiment dans le sens de l'intérêt général. Merci beaucoup. Je vais juste donner, moi je suis salarié chez Thales dans le spatial et en fait depuis 3 ans on subit suppression de poste sur suppression de poste et baisse dans la recherche. Et pourtant, on a besoin de satellites. Je veux dire, pour le réchauffement climatique, il va falloir envoyer des satellites pour faire de l'observation, pour étudier le climat. Il va nous falloir, pour la souveraineté des communications, il va nous falloir ces éléments-là. Et pourtant, on touche des CIR, on touche des aides publiques. Le patron de Thales a été interrogé par Fabien Guay. Et je crois que là, clairement, l'État n'est pas à la hauteur sur ces questions-là. Je passe la parole du coup à Madame Colony. Merci. Prolonger en effet ce qui vient d'être dit. Premier point, une petite parenthèse de chiffres, en effet pour montrer à quel point le décrochage en matière scientifique, en matière de recherche est dramatique. En 2024, il y a eu dans le monde 4,2 millions de brevets déposés. Alors évidemment, il y en a une immense partie qui sont des brevets sans aucun intérêt. Mais sur ces 4,2 millions, 1,5 million de brevets déposés par la Chine. 180 000 déposés en Europe, 14 000 en France. J'espère que vous imaginez le décrochage que nous sommes en train de vivre. C'est pour cela que, en effet, la question de l'éducation, de la formation, de l'orientation est absolument fondamentale. Réapprendre le plaisir de produire, parce qu'en effet c'est un plaisir, c'est une fierté d'agir sur la matière et de la transformer, c'est un des éléments essentiels qui forgent notre humanité. Ça s'apprend dès le plus jeune âge. Ne pas être un consommateur, mais vouloir comprendre comment les objets sont fabriqués. Ça nécessite de revoir les programmes scolaires. Je pourrais vous faire 2 heures sur les programmes scolaires de mathématiques, de sciences, et vous montrer pourquoi ça ne fonctionne pas et pourquoi on fait en sorte que des gamins passent par l'école primaire et en ressortent sans même de notion des grandeurs, sans capacité à jouer avec les concepts mathématiques. Et donc après, on voit que tout cela se répercute. Donc il y a un travail immense à faire de formation des enseignants. La plupart de nos professeurs des écoles sont, et ce n'est pas de leur faute, issus de filières littéraires. Ils ont besoin d'une formation qui leur donne justement le plaisir. On ne peut pas transmettre ce qu'on n'aime pas et ce avec quoi on a du mal. Donc il faut absolument que ces professeurs aient eux-mêmes le plaisir de comprendre les sciences tout simplement et qu'ils aient une culture scientifique. Ça c'est le premier point. Deuxième point, derrière en effet l'orientation et je suis d'accord, c'est qu'un imaginaire. J'ai le souvenir d'une discussion, d'un débat avec Jacques Attali, dans lequel je défendais l'industrie et il me répondait « Mais enfin, ce sont des emplois aliénants, ça n'a aucun intérêt, il faut faire des auto-entrepreneurs ». Alors des auto-entrepreneurs, ça veut dire des gens qui sont en fait totalement esclavagisés, qui n'ont aucun droit social, et on atomise. Évidemment, l'avantage, c'est qu'on empêche la constitution d'un collectif qui défend des droits, mais voilà, ça donne ça. Et c'est vrai que cette vision-là des choses a été portée pendant des décennies au plus haut des structures de l'État français, ce qui est une catastrophe. Derrière, comment on réindustrialise? Eh bien, parce qu'on le fait, disons, si le politique assume ses responsabilités. Pourquoi? Parce qu'évidemment,
je disais, la question de la consommation, nous pouvons chacun orienter une part de notre consommation pour réfléchir. En fait, quand on consomme un objet, on vote pour un système économique. Et d'ailleurs, la responsabilité des pouvoirs publics, c'est d'informer les citoyens pour qu'ils puissent réellement choisir en toute connaissance de cause. Vous savez par exemple que la traçabilité est quelque chose qui est combattu à l'échelle de la Commission européenne parce que ça va à l'encontre de la libre concurrence. Donc pas de traçabilité par exemple dans les produits laitiers pour dire d'où vient le lait, pas de traçabilité dans les plats préparés, pas de traçabilité. Voilà. Surtout que rien ne vienne entraver le choix uniquement par le prix faible, donc pour enrichir des multinationales qui font fabriquer ailleurs. Donc déjà l'information, premier point. Deuxième point, tout simplement que l'État mette en place une structure qui favorise la réindustrialisation et la production, c'est-à-dire une structure gouvernementale dans laquelle on met un ministère de l'industrie qui englobe l'énergie, qui englobe la recherche, parce que tout ça doit aller ensemble. En effet, on met à plat toutes les aides aux entreprises pour les réorienter vers ceux qui produisent sur le sol français. Ça veut dire une condition aux aides qui sont versées. Ça veut dire l'exigence d'un rapprochement entre les chaînes de recherche et développement et les chaînes de production. Ensuite, ça veut dire une utilisation de la commande publique. Il y a un levier énorme à travers ça. Alors évidemment, ça nécessite de filouter légèrement avec les règles des marchés publics de l'Union européenne. Mais dans la mesure où le pays qui a le plus de procédures pour non-respect des règles européennes, c'est l'Allemagne, je me dis qu'on peut peut-être à un moment donné, disons, là aussi, mettre en place un léger rapport de force pour définir quels sont nos enjeux vitaux. Définir les filières, qui sont les filières que nous jugeons stratégiques, dans lesquelles nous voulons pouvoir choisir. Et dans ces filières-là, eh bien justement, l'État doit pouvoir, je suis d'accord avec le lien avec les collectivités territoriales, c'est-à-dire qu'il faut identifier les endroits où on peut réindustrialiser. Là aussi, peut-être que ça fera grincer un peu, mais dans ces endroits-là, il faut une exonération partielle de la loi ZAN, zéro artificialisation nette, pour pouvoir implanter des sites industriels. Et la question du financement, en effet, est également absolument fondamentale. Le fléchage de l'épargne avec des incitations, ça me semble, je suis bien d'accord, un des nerfs de la guerre. Bref, ces politiques peuvent être menées. Elles ne pourront être menées qu'avec de la volonté. Pourquoi ? Parce que tant qu'on a en face des gens qui parlent des entreprises en général, il faut aider les entrepreneurs, ça ne marchera pas. Je crois qu'une des erreurs majeures de la gauche sur les 40 dernières années est d'avoir pensé uniquement la question de la redistribution en oubliant ce qui faisait le cœur de la pensée historique de la gauche, les questions de production, les conditions de la production et donc évidemment conditions environnementales, conditions sociales. Le problème, c'est que nous avons une structure européenne qui continue sur sa lancée, qui continue à n'en avoir strictement rien à faire de la production. Par exemple, quand on décide qu'on va fixer une date à échéance extrêmement rapide pour passer entièrement aux batteries, aux voitures électriques, sans se soucier du fait que ça va mécaniquement favoriser les importations de voitures chinoises, quand on fait des subventions sur le passage aux pompes à chaleur, là aussi sans se tourner vers la filière des pompes à chaleur françaises qui aujourd'hui se retrouvent fragilisées par la concurrence chinoise, alors même qu'il y a des pompes à chaleur fabriquées en France, tout ça est absurde. Ça veut dire que les pouvoirs publics ne réfléchissent pas à ce genre de choses. Il faut en fait fixer des objectifs qui permettent petit à petit de structurer les filières. Mais pour ça, il faut une politique consciente. Pour l'instant, elle ne se fait pas à l'échelle de l'Union européenne, donc la France doit prendre en main son destin, sa souveraineté, et donc décider de défendre ce qu'il y a à défendre. Je suis assez largement d'accord avec ce qui a été dit. Et encore une fois, donc c'est toujours très difficile quand on intervient comme troisième, c'est encore plus difficile le quatrième. Je voudrais revenir sur l'Europe. Nous avons un vrai problème européen. Je pense, moi, que
il va falloir remettre à plat le fonctionnement de l'Union européenne. Parce que quels sont les résultats actuellement? L'Europe est la zone de plus faible croissance dans le monde. C'est en Europe que la croissance est plus faible. Plus faible qu'aux États-Unis, plus faible qu'en Amérique latine, plus faible, bien sûr plus faible qu'en Asie, plus faible qu'en Afrique. C'est l'Europe la zone la plus faible, où la croissance est la plus faible. Sur les technologies de pointe, l'Europe est en train de se faire complètement larguer. Le rapport Draghi dont on a parlé est dramatique. Enfin, il lance un cri d'alarme. La Chine, les États-Unis et de manière un peu moins forte évidemment le Japon et la Corée sont en train de prendre une avance sur le plan technologique qui risque d'être absolument catastrophique pour nous. Nous sommes déjà totalement dépendants des plateformes numériques américaines. Quand on parle de défense nationale, on est incapable de faire fonctionner le mail sans les États-Unis, l'Internet. Et ceci est en train de se pointer sur l'intelligence artificielle. La même chose. Nous allons perdre une deuxième bataille sur l'intelligence artificielle parce que nous ne mettons pas le paquet là-dessus. Et le troisième élément de l'Europe, c'est qu'on nous a fascinés en nous disant l'Europe c'est une grande puissance commerciale, c'est fort, on est la première puissance commerciale mondiale. Et on se couche devant Trump dans des conditions humiliantes pour nous. Moi je veux dire que quand j'ai vu l'accord que Mme von der Leyen a négocié, j'ai été humilié de voir comment nous traités. Je pense donc qu'il va falloir revoir comment fonctionne l'Europe. Moi, je ne propose pas qu'on sorte de l'Union européenne ou qu'on sorte de la zone euro. J'ai dit ce que je pensais de l'euro tout à l'heure. Je ne propose pas qu'on en sorte, mais qu'on retrouve de la marge de manœuvre. Il faut que l'Europe nous laisse faire des choses. On n'a pas le droit de mettre l'origine sur un médicament. Règle européenne. Pourquoi? Mais moi je pense qu'il ne faut pas. C'est pas acceptable que l'Europe se mène dessus. On n'a pas le droit de mettre Made in France sur un médicament. Et je pourrais citer des exemples assez nombreux qui montrent que nous sommes d'une certaine manière, nous avons aliéné une grande partie de notre souveraineté. Alors moi je ne suis pas contre l'Europe, nous avons besoin de la coopération européenne. Nous avons besoin de travailler avec les autres. Sur les matériaux stratégiques dont on va avoir besoin, le lithium, le cobalt, etc. Évidemment, il faut travailler au niveau européen. On ne peut pas travailler au niveau français. Évidemment, sur l'intelligence artificielle, il va falloir travailler au niveau européen si on veut faire face aux États-Unis et à la Chine. Mais on ne peut pas travailler de la manière dont on travaille actuellement. Ça, c'est mon premier point. Le deuxième point, comment l'État peut-il opérer? Alors, je suis d'accord avec Natacha Polony lorsqu'elle propose un grand ministère qui regrouperait l'industrie, la recherche et l'énergie. Mais moi, je propose que aussi on regarde comment l'action peut se développer. Et je pense qu'il y a deux branches. La première, c'est le territoire. Je partage votre avis. Moi, pendant ce temps que j'anime, on a fait une étude sur les territoires qui réussissaient, parce qu'il y a des choses qui marchent. Allez en Vendée, vous verrez comment l'industrie vendéenne se développe. Même à Alès, qui était en grande difficulté, Alès, ils sont en train de sortir la tête de l'eau. Et je pense que ça, il y a une énergie dans les territoires qu'il faut être capable de soutenir. L'État ne va pas faire ça à la place des acteurs locaux, mais il peut les soutenir. Je pense à Alès, par exemple, faire la rocade qui permet de contourner Nîmes et de désenclaver Alès. Il y a 4 km d'autoroute à faire. L'État apporte des services publics qui doivent permettre de structurer le fait qui fasse que les populations aient envie de rester là. Il faut améliorer la ligne de chemin de fer Paris-Limoges. Sinon, le Mans va se tailler. Parce que les cadres de Le Mans ne veulent plus habiter Limoges. Donc, je pense que
l'énergie des territoires, ça existe et que l'État peut soutenir. Et puis il y a la planification. Alors, quand on dit planification, évidemment, je suis pour le débat, revenez à vos anciennes amours. Mais la planification, elle existe actuellement. Vous avez une planification de l'énergie, ça s'appelle la PPE. Vous avez une planification de la recherche, ça s'appelle la loi de programmation de la recherche. Vous avez une planification de la défense, ça s'appelle la loi de programmation sur la défense. Vous avez une programmation sur l'écologie, ça s'appelle, je me souviens plus comment ça s'appelle, une planification sur l'écologie. Aucune cohérence entre ces quatre planifications. Et il y en a d'autres. L'État peut planifier son action. J'allais dire, les entreprises planifient la leur, je ne vois pas pourquoi l'État ne planifierait pas son action. Je suis moins affirmatif sur le fait qu'on puisse planifier des filières, parce qu'il faut les industriels pour mener ces filières. Mais l'État a des moyens qu'il utilise qu'actuellement, qu'il disperse totalement. Parce que l'ensemble de ces actions n'est pas coordonné. Il y a un Premier ministre pour ça. Bon. Il faut qu'il y ait une structure de coordination de ça, il faut un commissariat au plan, un vrai, pas comme l'actuel, un vrai commissariat au plan, qui soit là, et que le Parlement soit investi, qu'il y ait une commission du plan à l'Assemblée nationale et une commission du plan au Sénat, pour qu'on puisse véritablement avoir un débat démocratique sur le plan. Parce que l'objectif, c'est de faire rentrer de la démocratie là-dedans, c'est-à-dire que le peuple français puisse s'exprimer. Parce que moi je crois que l'issue de ça, c'est un grand projet productif. Il faut que la France, on l'engage dans un grand projet productif. Et là aussi, je suis d'accord avec ce que disait Natacha tout à l'heure. La production, c'est essentiel. C'est la source, évidemment, de l'emploi. C'est la source de nos équilibres économiques. C'est la source de notre souveraineté, c'est ce qui permet aux Français d'être fiers de leur pays. Parce qu'ils sortent des produits. Moi j'ai été patron d'Airbus. Je sais ce que c'est que la fierté sur un Airbus. Et je pense que nous devons jouer cette carte-là. Et ce projet productif, il peut donner, alors qu'on n'arrête pas de nous parler des économies qu'il faut faire, des sacrifices qu'il faut faire. Bien sûr qu'il faudra le faire, mais je pense que ça n'a de sens que si c'est orienté vers un grand projet productif. Merci. C'est d'autant plus embêtant de parler en dernier que Louis Gallois a repris tout ce que je voulais dire, notamment sur l'aspect de la création d'un commissariat général au plan. Je crois que cette question du pilotage politique, elle est absolument fondamentale. Mais par contre, la difficulté, elle est politique. C'est qu'on voit bien qu'il y a une absence de volonté de créer cette structure et d'y donner les moyens du pilotage et du contrôle démocratique qu'elle devrait avoir. Si vous permettez, j'ai proposé ça au nouveau commissaire au plan qui s'appelle... Pardon ? Oui, Bonne. Clément Bonne. Il m'a écouté gentiment. Alors, on pourra peut-être revenir à la charge, je pourrais le réinterroger peut-être au niveau parlementaire. Je vais essayer donc du coup de ne pas être redondant, juste sur le volet de la question de la recherche, qui a été abordée par plusieurs d'entre vous. Il y a un élément qui n'a pas été abordé, sur le décrochage, j'ai une anecdote d'abord, sur le décrochage en termes de publications scientifiques de la France, le passage du 6e au 13e rang, ça a été dit par Louis Gallois tout à l'heure et Natacha Polony aussi. Il me semble que c'est fin juin, début juillet, j'avais interrogé le ministre de la Recherche. Je fais attention quand je parle des ministres parce qu'ils passent tellement vite et on oublie tellement leur nom qu'on ne sait plus qui en a interrogé d'un mois sur l'autre. Mais vous pouvez retrouver ça sur nos chers réseaux sociaux. Et justement, je lui posais la question de ce décrochage et des impacts que ça avait sur toute la chaîne ensuite de recherche et économique de la France. Ministre qui venait de se faire geler, je crois, 500 millions d'euros dans le budget qui avait déjà été amputé d'1 milliard d'euros.
dans le budget 2025. Et je crois que la réponse a été à peu près ne vous inquiétez pas, tout va bien, nos programmes de recherche se poursuivent, il n'y a pas de difficulté. Comme souvent, on a ces réponses qui sont d'ailleurs souvent professées comme des certitudes qui visent à rassurer en quelque sorte que le mal n'est pas si grave. Et surtout, je l'interrogeais en lui disant, mais la perte des moyens du budget de la recherche, c'est aussi une perte parce que les programmes de recherche scientifique ont beaucoup évolué. Aujourd'hui, l'essentiel de la recherche scientifique se fait en coopération internationale sur des grands projets de recherche internationaux. Et si la France ne met pas les moyens pour ses propres chercheurs pour s'insérer dans ces programmes de recherche internationaux, elle perd aussi toutes les capacités à bénéficier de ces grands programmes de recherche pour ses filières à l'avenir. Et on le dit, hein, la recherche fondamentale notamment, on dit la recherche fondamentale d'aujourd'hui, c'est la recherche-développement, le progrès technologique et l'industrie de demain. Je crois que ça n'a jamais été aussi vrai quand on regarde la situation. Je crois qu'on a intérêt, nous, politiquement, à porter l'idée que notre budget de la recherche doit à la fois soutenir nos programmes de recherche nationaux, mais aussi favoriser fortement la coopération internationale en matière de recherche, parce qu'on a intérêt à avoir de vraies coopérations économiques et pas seulement des concurrences et des logiques de compétitivité à l'échelle mondiale, y compris entre blocs d'ailleurs ou entre États. Ça, c'était sur le volet de la recherche. Le deuxième, c'était la deuxième remarque que je voulais faire, c'est évidemment on ne peut pas se passer aujourd'hui de définir les filières qui sont quand même stratégiques. Et les filières stratégiques, c'est d'abord ce qu'on appelle souvent l'industrie de l'industrie. L'énergie, par exemple, moi je travaille beaucoup sur ces questions-là. On a un atout absolument exceptionnel dans notre pays, c'est d'avoir une électricité qui est largement décarbonée parce qu'on a eu des choix industriels par le passé qui ont permis aussi d'avoir ce mix énergétique décarboné aujourd'hui, avec un coût de production réel de cette électricité qui peut servir notre industrie, qui est parmi les plus faibles au monde, mais par contre un prix réel qui est payé par notre industrie, qui est un complet décalage et qui subit en plus les turpitudes et les crises internationales. Moi je suis extrêmement choqué par l'absence de volonté politique de redonner à nos industriels une électricité pas chère et pour le coup que cet outil-là soit un vrai levier de compétitivité, même si j'aime pas toujours ce mot. Je suis vraiment choqué par le fait qu'on n'ait pas agi dans la dernière période à la hauteur dans ce sujet. C'est la même chose d'ailleurs pour la question de la métallurgie et de notre acier. Est-ce qu'aujourd'hui on accepte que les dernières capacités de production de l'acier français soient perdues, notamment avec toute la bataille avec ArcelorMittal, j'y reviens pas, ou est-ce que là on met à un moment donné un stop en disant ça c'est une industrie, de l'industrie absolument fondamentale si on veut reconstruire quelles que soient nos filières industrielles, il y a de l'acier partout, de l'acier simple jusqu'à de l'acier transformé complexe. Et là, il ne faut absolument pas qu'on perde ces capacités de production-là, y compris en disant, voilà, nous on souhaite un acier décarboné, on a la capacité de production en énergie, en électricité pour fournir ces hauts fourneaux et qu'ils soient électrifiés. On était à la tête au niveau mondial de cette technologie-là, et notre ligne de conduite, c'est que cette capacité de production-là ne peut pas partir, et qu'y compris on est prêt à aller à la nationalisation ou à une socialisation en tout cas de cette capacité de production-là. Sur la chimie, c'est pareil. Moi, je suis très inquiet sur la chimie parce qu'on a de la chimie de base qui s'en va. Et comme la chimie complexe part de cette chimie de base, on a aussi une difficulté après à avoir des plans de reconquête industrielle quand on a perdu la première brique de notre industrie. Sur les propositions politiques, bon, ça a été dit par Marie-Claire aussi. Je crois qu'il faut absolument qu'on ait à la fois de nouveaux droits pour les salariés de l'industrie dans leur entreprise. J'ai revu d'ailleurs circuler sur les réseaux sociaux les discours de Gaulle sur l'implication en entreprise, comme quoi c'est un sujet qui est d'actualité, qui était assez largement partagé, à la fois en termes de participation, mais à la fois en termes d'orientation stratégique dans l'entreprise. Il ne faut pas que ce soit uniquement une participation aux richesses produites, mais il faut que ce soit véritablement de nouveaux droits en termes d'orientation industrielle, de pilotage. Et dans les enjeux de décarbonation qui sont devant nous dans nos industries, on sait souvent que l'expertise des salariés qui sont au contact direct de l'outil de production
pour limiter les consommations énergétiques ou pour transformer les process industriels, elle est absolument fondamentale. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a vraiment un manque de ce côté-là en termes d'application, parce qu'on a un pilotage aussi qui est beaucoup plus financiarisé qu'il n'avait pu être précédent. Donc la question du nouveau droit des salariés, la question de la conditionnalité des aides économiques, bon, on l'a abordé très rapidement tout à l'heure, mais quand même, quand on regarde les masses financières qui sont en jeu, moi je préférerais alors on a cité les 211 milliards du rapport de Fabien Gay, même s'il faut regarder à l'intérieur de ces 211 milliards quelle est la part d'exonération, quelle est la part de niche fiscale, quelle est la part d'aide publique directe. Je crois que c'est très détaillé dans le rapport, mais on est quand même sur des chiffres qui sont à plusieurs dizaines de milliards et qui ne peuvent pas être distribués aujourd'hui sans avoir des objectifs précis, un contrôle sur ces objectifs, et sans, ça a été dit, qu'ils servent avant tout le développement de l'emploi et des capacités de production sur le territoire national. Je crois que ça doit être les deux critères de conditionnalité absolument majeurs. Et on ne peut pas se satisfaire qu'une grande partie de ces moyens publics soient dévoyés et partent dans la distribution de dividendes sur des très grands groupes qui n'en ont en fait réellement pas besoin, parce qu'ils ont les capacités d'investir dans leur recherche, dans leur développement de leur production. Voilà ce que je voulais rajouter, même si ça a été dit un peu par d'autres, mais je voulais compléter le débat. Merci. Merci à nos 4 intervenants et intervenantes sur... Voilà, là je pense qu'on a dressé quand même on a posé beaucoup d'éléments sur la table. Malheureusement, on va avoir que 20 minutes de questions. Mais bien sûr, le débat continue. Donc, on va prendre, je pense, une série de 2-3 questions. Et si vous voulez répondre en particulier à une question, faisons peut-être un peu court. Mais Oui, il y a 2-3 impensés dans votre débat. Le premier, c'est la guerre. Les 500 milliards, les 80 milliards en France, ils ont planifié la guerre. Et ils abandonnent la planification de la transition climatique. Nos adversaires, c'est l'impérialisme, notre impérialisme. Et cet impérialisme nous a enfermés dans une logique destructrice. La nation et l'internationalisme. Vous nous avez parlé de l'Europe. Vous ne nous avez pas réellement parlé d'internationalisme. Moi, je travaille pour la turbine Arabelle. J'ai été Alstom, j'ai été bradé à General Electric, j'ai été nationalisé. Mais au jour où j'ai été nationalisé, j'ai vécu un projet industriel. Il y a la DIN, la direction interministérielle au nucléaire neuf. Il y a une planification. Le PDG d'EDF aujourd'hui dit souveraineté. On a des industriels qui sont capables de porter des projets. Il faut y aller. Moi, je vous le dis, le PCF propose la nationalisation de Total. La chimie, ça passe par Total. C'est la base de l'écosystème et ça boucle l'écosystème de l'énergie. Parce que c'est eux qui détiennent le renouvelable, c'est eux qui détiennent l'électrification. Et maintenant, l'internationalisme. Eh ben oui, moi je fais de la turbine Arabelle. Et si je ne peux pas la vendre au Kazakhstan, parce que le Kazakhstan, il va avoir une centrale par les Russes, parce que les Russes ne se contentent pas de vouloir l'uranium, mais ils coopèrent. Coopérer, ça veut dire donner au Kazakhstan les moyens de son émancipation. Les 2/3 de la production mondiale se font hors de la vieille Europe, hors des États-Unis. Si vous voulez enfermer la coopération au sein de l'Europe, je ne dis pas vous autour de la table parce que je sais qu'on est d'accord, je pense, on va en discuter, c'est ça la question. La vraie coopération, elle est mondialisée. Moi, je veux qu'on fasse tomber les sanctions qui pèsent aujourd'hui, y compris sur la Russie, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait des bons et des mauvais pays, parce qu'à ce compte-là, les États-Unis sont autant un mauvais pays que les autres. La Chine n'est pas pire qu'Israël, donc je ne vois pas ce qui pourrait nous bloquer. Il faut faire péter ce cadre impérialiste, il faut sortir de nos vieux schémas, il faut remettre en place l'idée de la socialisation, de la nationalisation et de la coopération internationale. Je vais essayer de prendre une femme. Ouais. Bon. Moi, je voudrais revenir sur la question de l'Europe qui a été évoquée, qu'on aurait ou habitué ou qu'il faut revoir. Mais dès aujourd'hui, dans l'Europe telle qu'elle est, on a des possibilités pour emprunter directement à la Banque européenne sans passer par les banques.
on peut créer des, on en a un peu rapidement parlé, des organismes financiers. On peut, parce que sur la question de l'énergie, par exemple, on a été Macron et ils ont été au-delà de ce que demandait l'Europe. Parce que s'il y a des articles qui existent dans les traités européens, qui disent que si jamais nous, pour notre cohérence nationale, parce que la façon dont on veut diriger notre pays, eh ben, l'énergie c'est indispensable, ça va être sorti de la concurrence, on peut le faire. Sur la nationalisation de la SNCF et refaire un fret, etc., on peut le faire parce qu'il faut poser sur la table de l'Europe que notre conception à nous de notre pays, eh ben, c'est pas des biens marchands, ils n'ont pas à être mis en concurrence. Et ça existe déjà dans les traités européens, alors il n'y a qu'à s'en emparer, quoi, voilà. Non, la jeunesse et l'avenir, je vais prendre un jeune. Alors, merci beaucoup déjà pour ce débat très riche et très exhaustif. J'ai une petite question sur la place de la robotisation dans la réindustrialisation. Je suis arrivé un peu en retard, mais je crois qu'on en a parlé. On sait qu'on a une crise des vocations, une crise des compétences. Et aussi qu'on va avoir aussi une crise démographique qui va s'intensifier au fil des ans. Alors est-ce que la robotisation, c'est pas aussi un véritable enjeu pour l'industrie? On sait que le taux de robotisation de la production française est très inférieur à celle de l'Allemagne, qui est encore inférieure à celle du Japon et de la Chine. Je vous remercie. Vous voulez commencer déjà avec ce petit batch de questions? Il me semble qu'on peut répondre, parce que là c'est déjà très très riche comme question. Peut-être pour commencer par cette question essentielle, d'abord de savoir si nous avons encore une vision de la place de la France dans le monde. Vous parlez des turbines Arabelle, vous parlez d'Alstom, c'est un exemple typique de la tragédie que constitue l'abandon de l'intérêt national par nos élites économiques et politiques. Alstom a été victime de l'extraterritorialité du droit américain. Et je pourrais vous citer, puisque là aussi c'est un des sujets qui n'intéressait absolument pas ni les journalistes ni les politiques à un moment, deux députés, Karine Berger et Pierre Lelouch, ont fait un rapport, je pense que ça devait être vers, 2016, sur l'extraterritorialité du droit américain. Karine Berger me raconte un jour qu'elle en parle au ministre des Affaires étrangères de l'époque, ancien Premier ministre. Elle lui raconte tout le sujet, etc. Et il répond, donc ministre socialiste, « Ah là là, c'est bien compliqué tout ça. » Ça, c'est la réponse du ministre des Affaires étrangères de la France quand on parle de l'extraterritorialité du droit américain. Tout ça pour dire que la mécanique dans laquelle nous sommes pris aujourd'hui nous rend totalement soumis à cette logique de bloc et nous a en fait réintégré de force parmi les vassaux des Américains. Pour des raisons qu'on peut comprendre, qu'on peut expliquer, mais la France a de fait renoncé à avoir une voix spécifique qui, à mon avis, est absolument nécessaire dans un contexte justement de nouvelle guerre froide et surtout dans un contexte où on voit à quel point l'affrontement entre les États-Unis et la Chine peut très rapidement déraper. Et je crois que le fait que les Français et les Européens deviennent totalement inaudibles sur la scène internationale est une catastrophe pour l'ensemble du monde. Vous voyez, pendant que nous, on est là en train de subir les oukases de Donald Trump, la Chine a signé un accord de libre-échange, enfin d'échange avec l'Afrique cet été, un partenariat dans lequel la Chine se paye le luxe que ces produits soient taxés quand ils arrivent en Afrique, alors que les produits africains ne paieront pas de droits de douane pour arriver en Chine. Évidemment, c'est une logique d'extension de l'influence. Ça s'appelle du soft power. Pendant ce temps-là, les Européens sont absents. Nous sommes englués dans nos logiques de blocs
et nous sommes embrigadés dans le choc des civilisations, c'est une dinguerie. Et ça va avoir des conséquences très concrètes sur notre capacité à déterminer ensemble notre destin, parce que, je le redis, pourquoi on est là en train de parler d'industrie, pourquoi on est là en train de se demander s'il faut reproduire sur notre sol, tout simplement parce que sans ça, nous ne sommes pas une nation libre. Et la question, c'est de savoir si la promesse du peuple souverain, la promesse de 1789 va se perpétuer, ou si nous avons décidé que nous n'avions plus notre voix à faire entendre. Je crois que la France a un modèle de développement, de protection des droits, de protection de la dignité humaine à faire valoir vis-à-vis du reste du monde. Encore plus aujourd'hui où il y a une brutalisation des rapports. Ça passe par une puissance économique sans laquelle nous n'aurons plus rien à dire. C'est pour ça qu'ensuite, sur la question européenne, oui, évidemment qu'il y a des leviers, il y a des moyens de faire entendre. Par exemple, il faudrait en fait s'inspirer de ce que font les Allemands pour préserver leurs droits, pour préserver ce qui relève de leur identité nationale. Et bien nous, notre identité nationale, c'est la défense des services publics. C'est l'idée qu'il y a des biens qui ne relèvent pas du marché. Ça, nous pouvons parfaitement le faire valoir devant les règles européennes. Et en effet, ça nous éviterait par exemple de démanteler Fresnes SNCF pour payer des amendes de façon complètement dingue. Enfin, pour terminer, oui, sur la question de la robotisation, une réindustrialisation aujourd'hui ne recréerait pas autant d'emplois que l'industrie pouvait en avoir autrefois, puisqu'en effet, ça passerait par une robotisation, ça passe par une façon de produire modernisée. Mais justement, ça permet de recréer des filières sur la décarbonation de notre industrie, de notre production, sur la façon dont on va améliorer l'ensemble des modèles de production pour respecter l'environnement, pour respecter la biodiversité. Regardez sur la chimie, par exemple, quand on parle de la production de principes actifs, on pourrait parler de Séquence, qui est une boîte qui, justement, a pour objectif de produire des principes actifs sans abîmer l'environnement en respectant des règles. Si Sanofi n'achète pas le principe actif produit par Séquence va mourir exactement comme EuroAPI. Et donc la question c'est de savoir, alors justement, pourquoi Sanofi, on peut craindre qu'il ne respecte pas cela. J'ajoute juste une chose qui n'a pas été dite. J'ai entendu l'autre jour quelqu'un qui s'est inquiété du fait que plus de la moitié des grands groupes du CAC 40 sont en fait détenus par des capitaux étrangers. Et que, accessoirement, la moitié de la dette française est détenue par des acteurs étrangers. Cette personne qui s'inquiétait de ça, et j'avoue que je me suis dit, il était temps, c'était M. Patrick Martin, le patron du MEDEF. C'est bien. Je trouve ça formidable que des gens fassent leur chemin de Damas, se convertissent, et il faut que les conversions se multiplient, et c'est comme ça que nous arriverons à inverser la tendance. Mais encore une fois, quand on parle de souveraineté, ça n'est pas un mot abstrait, c'est notre liberté et notre capacité à faire valoir notre vision de l'être humain et de la vie collective. Juste un mot sur l'Europe. Moi, je ne partage pas votre optimisme. J'ai vu comment l'Europe agissait, vous voyez, la SNCF. J'étais pas trop mal placé pour en parler. Ils ont obligé la SNCF à se couper en deux. Et il a fallu que les Allemands disent c'est pas possible de se couper en deux pour qu'on revienne et qu'on puisse reconstituer les deux, SNCF Réseau et SNCF Voyageurs. Sur le fret, ils ont démantelé le fret de la SNCF. EDF est passé à deux doigts de l'éclatement à cause de l'Europe. Et encore, l'Europe vient d'empêcher EDF de devenir propriétaire des barrages. Donc, je pense qu'il y a des choses à faire certainement en Europe, mais il y a aussi des choses à changer. Sur l'industrie automobile, les décisions prises au niveau européen, sans aucune étude d'impact, sont des décisions qui foutent en l'air l'industrie automobile européenne, pas française, européenne.
sur la robotisation et plus largement sur la pénétration de nouvelles technologies dans l'industrie. Nous sommes en retard. Nous sommes en retard. La moyenne des entreprises qui ont fait pénétrer les technologies numériques avancées aux États-Unis, c'est 73%. En Europe, c'est 70%. En France, c'est 57%. Nous sommes décrochés par la technologie. Il faut que les nouvelles technologies rentrent dans les entreprises industrielles. Sinon, ces entreprises industrielles elles ne pourront pas faire face à la concurrence. Et ceci, c'est dans toutes les industries. C'est pour ça qu'il n'y a pas les anciennes industries, les nouvelles industries. Il y a les industries qui se modernisent et celles qui ne se modernisent pas. Celles qui ne se modernisent pas, elles sont condamnées. C'est pas très agréable parce que la robotique, ça ne fait pas beaucoup d'emplois. Et on le sait, quand il n'y a pas d'industrie, il y a encore moins d'emplois. Donc, je crois qu'il faut jouer ce jeu. Oui, un ou deux mots rapidement, parce que tu as parlé d'Alstom. Moi, je voulais quand même dire quelque chose par rapport à ça et au droit extraterritorial américain. Parce que bon, c'est un vrai scandale ce qui s'est passé quand même avec la vente de la branche énergie à General Electric. C'est quand même les turbines qui ont été vendues aux Américains. La première chose qu'ils ont fait, c'est rapatrier tous les brevets aux États-Unis. Après, ils ont dit qu'ils allaient créer des emplois. Ils ont mis structurellement General Electric Belfort en déficit en ayant une filiale en Suisse auquel ils ont fait remonter les bénéfices. Et ils veulent fermer General Electric Belfort. Mais, donc, et le PDG de l'époque, Patrick Cron, il a signé ça. Il est parti avec 200 millions de retraite chapeau et il fait des beaux jours. Mais à l'époque, qui a fait ça au niveau politique ? C'est Emmanuel Macron, c'est notre président de la République à l'heure actuelle qui a fait ça à l'époque. Je me souviens, Le Monde disait qu'il avait appris que ça a été fait dans son dos. Non mais voilà, donc comment voulez-vous que les choses elles puissent avancer au niveau de l'industrie si à la tête de l'État on a un des premiers responsables quand même de la perte d'une partie importante de notre industrie en France. La deuxième chose par rapport à l'Europe, alors moi effectivement j'ai plutôt tendance à partager votre pessimisme, mais bon, je pense qu'il faudrait qu'on arrive à trouver des pays avec lesquels avancer. Mais aujourd'hui, il y a un tel poids politique de l'Allemagne au niveau de l'Europe. Sur l'énergie, vous parlez de l'énergie. L'Allemagne sait très bien que la France avait un avantage industriel, parce que au niveau de l'industrie, un des avantages concurrentiels, c'est le prix de l'énergie. Or, la France, on l'a dit plusieurs, elle produit de l'électricité décarbonée à bas coût. Donc, c'est un sacré avantage concurrentiel. Donc, moi, je pense que sciemment, pour protéger son industrie, les gouvernements allemands ont essayé de faire tomber le nucléaire français. Je l'ai dit un petit peu en raccourci, mais toutes les lois qui ont été faites au niveau européen ont été faites pour désinguer EDF. Et effectivement, ils n'ont pas réussi. Je pense que c'est grâce aux salariés qui ont quand même fait beaucoup d'heures de grève, non pas pour eux, mais pour conserver un service public de l'énergie en France. Bon, on n'y est pas complètement arrivé, mais il y a quand même eu des choses qui ne sont pas passées. Donc, il y a un problème avec ce poids politique de l'Allemagne européenne. Donc, effectivement, il faut avancer au niveau Europe, mais il faut trouver des pays avec lesquels on peut avancer pour faire un poids. Parce que moi, je partage ce qu'a dit Natacha Polony, l'Europe et la France, on est inaudible maintenant dans le monde, en particulier les pays africains. C'est très inquiétant quand même la manière dont on est en train d'être considéré. Et un petit mot juste pour finir sur la robotisation. Moi je pense qu'effectivement, je partage il faut introduire les nouvelles technologies dans les entreprises, mais il faut le faire avec les salariés. Et on se bat là-dessus depuis des années parce qu'il faut que les gains de productivité, ils n'aillent pas justement dans les dividendes, mais ils aillent pour qu'il y ait plus de formation, pour qu'on diminue le temps de travail, pour qu'on augmente les qualifications. Parce que justement, introduire les nouvelles technologies, c'est pas pour supprimer des emplois. C'est pour, par exemple, passer aux 32 heures. C'est pour avoir des budgets pour former les gens. Parce que du coup, les qualifications de tout le monde vont augmenter. Et dernière chose, sur tout ce qui est nouvelles technologies, moi je pense qu'il y a vraiment une question démocratique qui est centrale. Il n'y a pas de neutralité technologique. La technologie, c'est une construction sociale et qui importe, qui veut dire dans quelle société on va vivre. Regardez, par exemple,
Le téléphone portable, ça modèle complètement la société. Donc il faut absolument que les peuples, les citoyens puissent donner leur avis sur ces nouvelles technologies avant de dire qu'il faut les introduire et tout. Il faut qu'il y ait des débats là-dessus pour savoir qu'est-ce que ça apporte, à quoi ça sert et si réellement on doit aller dans ce sens-là. Oui, très court sur la question européenne. Moi, je crois qu'il y a un problème de fond qui est quand même celui de la primauté qui est donnée à la politique commerciale de l'Union européenne sur quasiment toutes les autres politiques qui sont conduites, et notamment la question de la politique industrielle et de la réindustrialisation. Ce qu'on vient de vivre sur l'accord, le deal qui a été finalement passé entre la commissaire von der Leyen et Trump, sur le fait qu'on cède quand même sur certains droits de douane sur des productions qui sont exportées, moi je crois que c'est extrêmement inquiétant. Moi aussi je suis assez pessimiste en fait sur la capacité de l'UE et notamment de la Commission européenne de changer de cap politique, de changer d'orientation politique, d'autant plus qu'on a toujours l'impression que ces choix-là favorisent en fait systématiquement la question des marchés extérieurs sans jamais se préoccuper du marché intérieur. Alors qu'un des premiers leviers, à mon avis, d'une politique de réindustrialisation et d'une politique économique européenne, ça doit être de conforter les productions européennes sur leur marché intérieur européen. Et là, on a l'impression que toute la politique qui est conduite, et notamment sa politique commerciale, elle vise uniquement à ne pas perdre de part de marché dans d'autres ensembles régionaux, comme si on n'avait pas un ensemble régional qui déjà constituait à peu près 500 millions d'euros, je ne sais pas ce qu'il y a, qui est quand même un marché important. La deuxième chose, c'est que ça a été un peu abordé, mais la question de la mobilisation financière, effectivement, elle est centrale. Et celle de la création monétaire de la BCE à travers un dispositif, peut-être un fonds spécifique qui vise à financer les investissements industriels. Je crois que cette création monétaire-là, elle doit être très utile là-dessus. De même qu'elle doit être utile d'ailleurs pour financer le maintien de nos services publics, qui sont souvent à la base, l'environnement au sens large de nos services publics est à la base aussi de notre création de richesse, et souvent c'est un point qui est complètement écarté. Donc il y a véritablement besoin de créer cette politique, de réorienter cette politique monétaire avec sans doute la création d'un fonds particulier. Et ça a été dit aussi, mais il faut quand même qu'on change aussi les critères de mobilisation de financement des banques. Parce que les banques, elles doivent jouer pleinement leur rôle de financeurs de l'économie réelle et pas seulement de captation d'une épargne pour le placer sur des marchés financiers et faire en quelque sorte créer une bulle financière qui ne sert pas réellement le pays et l'économie de notre pays. Donc il y a tous ces leviers-là, mais je reste très pessimiste sur cette capacité de l'Union européenne. Malgré d'ailleurs qu'elle soit interrogée dans le débat public des différents États sur ces sujets-là, je trouve qu'on garde globalement le même cap. Et c'est ça qui est quand même extrêmement inquiétant. Juste parce que j'y pense, la question de la traçabilité des productions sur le marché intérieur européen, elle est aussi essentielle. Là, je serais un peu moins pessimiste, c'est que quand il y a une volonté politique, notamment de la France, pour trouver un rapport de force avec d'autres États européens pour progresser dans cette direction, je crois qu'on aboutit à des résultats. Ça a été un peu le cas sur la question agricole, sur la traçabilité de la viande notamment, ou des produits bruts, sur les miels aussi. Je crois qu'il faut absolument qu'il y ait une mobilisation politique, de trouver des accords et des rapports de force avec les autres États pour avancer. Il n'y a que les batailles perdues qui sont pas menées, qui sont perdues d'avance. Et je crois que si on a aussi un levier, nous, fort au niveau parlementaire à pousser, c'est cette question-là du rapport de force à l'intérieur de l'Union. Je note qu'il y a quand même de moins en moins de relations de relations entre les parlementaires pour pousser justement à des évolutions de la législation européenne. Ça m'inquiète aussi beaucoup. Je remercie évidemment nos 4 intervenants. On va devoir s'arrêter, on a déjà dépassé de 5 minutes. Le débat peut se poursuivre si vous le souhaitez autour d'un café ou dans un stand, bien sûr.
Je vous rappelle que ce débat a été organisé par la revue Progressiste, qui est la revue scientifique, technique, écologie du Parti communiste, et dont le dernier numéro qui est disponible sur la table parle justement d'industrie, donc permet de poursuivre un peu ce débat. Je vous remercie à tous.